Le travail d'accompagnement psychothérapeutique que je vous propose est avant tout fondé sur les principes de base de la psychanalyse. Aujourd'hui, toutes les disciplines de psychologie, et plus particulièrement de psychologie clinique, c'est-à-dire celles qui se penchent au chevet de leurs patients, sur leur situation singulière, sont bâties sur ces notions. Malheureusement, ce terme de psychanalyse a été tellement galvaudé, décrié et battu en brèche par des gens qui, pour la plupart, ne savaient pas ce que c'était, qu'aujourd'hui, même les psys n'osent presque plus l'évoquer. Pourtant, la psychanalyse relève de notions qui sont devenues monnaie courante et qui, franchement, ne nécessitent pas de pousser des cris d'orfraie. Concrètement, dans le cadre d'un travail thérapeutique, la notion de psychanalyse signifie, en premier lieu, la prise en compte de l'inconscient. Ce terme, a priori abstrait, relève simplement de manifestations qui nous sont non seulement communes, mais aussi quotidiennes. L'inconscient s'exprime par exemple lors d'une réaction émotionnelle qui nous surprend, parfois même nous submerge, à un moment où on avait l'impression que tout était normal, pourtant que tout allait bien. Ce peut être aussi ce blocage-là qui nous empêche de sauter le pas alors que tout en nous semblait prêt, voire nous crier d'y aller. Il s'agit en somme de cette partie immergée de notre vie qui, comme le fond de l'iceberg, nous guide parfois bien malgré nous vers des rivages que l'on n'était pas toujours prêt à explorer. Suivant l'image de l'iceberg, il semble alors beaucoup plus logique d'essayer d'agir sur les 7/8 de cette masse cachée sous la surface de l'eau, car on peut alors tirer parti de son incroyable inertie. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, si l'on modifie des choses, même un tout petit peu, le changement d'orientation dans notre vie s'avère bien plus stable et pérenne que si on avait installé moult voiles, rames ou autres techniques très énergivores à sa surface. Notez aussi que la plupart de ces aménagements de surface, non contents de nous prendre beaucoup d'énergie, se révèlent souvent bien trop frêles pour la navigation en haute mer et se voient la plupart du temps balayés dès la première grosse vague. Alors, est-il nécessaire d'être un plongeur chevronné pour travailler sur cette part profonde de notre psyché? Évidemment que non. Car la psychanalyse a justement développé des outils fonctionnels d'exploration. Parmi ceux-là, le premier, le plus accessible et bien souvent aussi le plus utile, se nomme l'association libre. Il s'agit tout bonnement de dire ce qui vient comme ça vient. C'est un peu la mécanique des fluides. Plus on ouvre les vannes, plus il y a de débit qui passe, et plus il y a de débit qui passe, plus les boues, les pierres et autres débris qui traînaient au fond de notre subconscient se voient charriés par ce flot de parole. L'ensemble du contenu qui remonte ainsi à la surface constitue alors un matériau privilégié qui va servir à alimenter votre travail de réflexion autant que d'analyse. On est ici dans le registre de la pensée par les mots qui nous permettent de nous entendre, de nous comprendre nous-mêmes et de commencer à nous positionner en tant que sujet par rapport à ce qui se passe en nous. Pourtant, parfois, certaines choses de notre vie résistent à ce mode de pensée. C'est là souvent l'endroit où notre discours achoppe et où on a recours à des métaphores. C'est par exemple ce moment où on dit ah, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme dans ce cas, on s'engage dans un registre bien plus proche de la pensée en images, en forme, en représentation. On navigue ici en deçà des mots et plus près des vécus que l'on n'a justement pas pu penser jusqu'au bout, en tout cas pas jusqu'à réussir à leur attribuer leur histoire, leur récit. Et ceci pour bien des raisons. Le plus souvent, parce que l'événement s'est avéré trop intense pour notre psyché. Alors peut-être étions-nous trop jeunes ou trop immatures pour l'intégrer au moment des faits, ou peut-être que ce vécu à ce moment-là était trop massif. Parfois encore, un vécu en grande souffrance peut se dérober à notre pensée du simple fait que nous manquons d'informations à son sujet. C'est par exemple le cas des secrets de famille dont la douleur se perpétue de génération en génération sans plus savoir de quoi elle parle. Dans ces situations,
On peut faire appel à ce que l'on nomme des médiations thérapeutiques. C'est par exemple utiliser les outils de la psychogénéalogie pour réaliser un génosociogramme. Alors c'est la version thérapeutique de l'arbre généalogique, tout simplement. On peut avoir recours à des jeux d'écriture, travailler à partir de productions créatives, si vous vous adonnez à quelques passions artistiques, ou ça peut être encore toute autre forme de jeux qui vont permettre d'entrevoir, par l'entremise de l'imaginaire, les ombres de cet endroit reculé de notre psyché. En somme, le processus consiste ici à donner forme représentative à ce qui se passe en nous, en vue de l'observer avec un certain recul. Et ce recul, cette distance, sont justement offerts par le support représentatif, alors que ce soit une peinture, un collage, un conte, un arbre généalogique, je sais pas, une scène de théâtre, dont la psychanalyse dit qu'il se constitue alors comme un espace moi, non moi. Grâce à cette approche, on ouvre déjà bien plus grand les portes de l'inconscient. Pour autant, il se peut qu'il y ait encore des éléments qui ne parviennent pas à se manifester du simple fait qu'ils sont encore trop enfouis dans notre psyché. Pour cela, d'autres approches peuvent s'avérer ô combien pertinentes. L'une d'elles, très connue du grand public, consiste en l'analyse des rêves. L'immense avantage des rêves est que, même s'ils déguisent leur contenu par des images ou une histoire, ils réussissent à chaque fois le tour de force de condenser ce qu'il y a de plus important pour nous, tout en l'organisant d'une manière hautement symbolique. C'est la raison pour laquelle la psychanalyse en avait fait une voie d'accès privilégiée à l'inconscient. Mais il reste encore des perles rares, nos actes manqués, voire parfois nos passages à l'acte, par exemple. Oublier une séance parce que l'inconscient trouvait qu'on approchait trop vite, ou en tout cas trop dangereusement, d'une zone en souffrance. Ici, accueillir ce qui advient au sein même de l'espace thérapeutique peut permettre de comprendre l'importance d'avancer maintenant avec douceur et précaution. Le fait d'entendre ce qui s'est passé comme un élément hautement significatif évite alors à l'inconscient de prendre peur et d'entrer en résistance au risque d'entraver le travail thérapeutique. Une autre grande caractéristique de l'impact qu'a eu la psychanalyse sur le cadre psychothérapeutique concerne la place qui est faite aux patients. Une fois engagé dans votre thérapie, vous serez le seul et unique maître à bord. C'est là un point fondamental, car c'est grâce à cela que vous allez pouvoir penser votre autonomie ainsi que votre entre guillemets responsabilité en tant que sujet dans votre vie. Le terme de responsabilité est ici pris au sens littéral de celui qui répond d'eux, et ainsi le sujet est celui du verbe, de chacune de vos actions, de vos réactions, mais aussi de la place que vous accordez à vos émotions. Par cette posture fondamentale, le jour où vous estimerez avoir fini votre travail thérapeutique, vous serez en premier lieu absolument dégagé de toute dette envers le psy. Vous l'aurez rémunéré pour le temps, la disponibilité, ainsi que pour l'attention qu'il vous aura accordée, et ce sera amplement suffisant. C'est aussi grâce à cela que vous pourrez apprécier le fait que vous ne devez votre réussite qu'à vous-même, car c'est vous qui aurez mobilisé vos propres ressources et ainsi trouvé les réponses les plus justes à vos problématiques. De plus, non content de vous être réapproprié votre pouvoir personnel, c'est finalement, sans vous en rendre compte tout de suite, que vous aurez pris conscience que vous disposez de bien des ressources dont vous connaissez maintenant les voies d'accès. En cela, vous aurez acquis des compétences aussi uniques que fonctionnelles en vue de surmonter les défis qui pourront se présenter dans votre vie à venir. Par cette posture de retrait, où le psy ne vous impose aucun conseil, hypothèse ou interprétation, ce que le thérapeute cherche à vous offrir n'est rien de moins que votre liberté. Vous êtes le seul et unique sujet en mesure de penser votre propre vie. Quand on allie ceci à la notion de neutralité bienveillante, qui est l'un des fondements de la psychanalyse, chaque personne s'en voit accueillie et considérée comme un être unique. En tenant ainsi compte de la singularité intrinsèque à chaque patient,
il n'y a plus aucune raison que le psy sache mieux que vous ce qui est bon pour vous. J'aime apprendre l'image d'une montre de luxe. Sa fabrication quasi inimitable ne permet pas d'y intégrer des rouages standards. Sa mécanique étant unique, si on y introduisait une pièce générique, en fait, on prendrait bien plus de risques à la dérégler qu'à la réparer. De ce fait, dans la pratique, il n'est pas envisageable de vous donner des conseils ou même de vous soumettre une interprétation toute faite. Ceci n'aurait aucun sens. Par contre, le psy est là pour mettre à votre disposition sa caisse à outils et tout son atelier afin que vous puissiez utiliser ces connaissances lorsque vous construirez une nouvelle pièce ou que vous réajusterez certains réglages de vos rouages psychiques. En somme, le travail du psy consiste tout d'abord à vous écouter attentivement afin de comprendre vraiment ce que vous avez vécu ainsi que la manière unique dont vous l'avez vécu. Ensuite, il vous partage ses compétences, ses concepts, ses théories ou tout autre élément qui pourrait vous aider à avancer dans votre réflexion. Libre à chacun d'en user à sa guise. Mais dans tous les cas, le psy maintient une confiance inébranlable quant au fait que vous allez trouver la bonne solution. Vous avez tout pour réussir et quelles qu'en soient les étapes, vous allez y arriver. Maintenant que je vous ai développé la plupart des aspects éthiques et théoriques du cadre thérapeutique dans lequel je vous accueille, je vais continuer par des éléments plus pratico-pratiques tels que la fréquence des rendez-vous. Alors, c'est une question qui revient souvent et évidemment, je ne peux pas savoir mieux que vous quel sera le meilleur rythme pour vous. Que vous consultiez une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou même plus, c'est à vous de l'estimer, sachant que vous allez aussi sentir comment vous vivez les temps entre les séances. De plus, il est toujours possible de modifier cette fréquence à votre demande, et ce, à n'importe quel moment de votre suivi, parce que, évidemment, on n'a pas toujours les mêmes besoins. Autre chose aussi, je ne disparais pas entre les séances. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en plus grâce à l'agenda en ligne ou, s'il n'y a plus de disponibilité, à m'envoyer un message d'urgence auquel j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Par contre, vu la densité de mon planning, mieux vaut convenir dès que possible d'une fréquence de rendez-vous, c'est-à-dire d'un jour et d'un horaire que je vous réserverai dans l'agenda. Ceci me permet d'être sûr de pouvoir vous recevoir dans un délai respectueux de vos besoins. Et au-delà de cet aspect fonctionnel, en fait, je trouve important de travailler par fréquence de rendez-vous pour une raison thérapeutique bien plus subtile. En fait, lorsque vous bénéficiez d'un rythme suffisamment régulier dans votre thérapie, vous créez une dynamique psychique qui soutient le travail de votre inconscient. On sait, depuis les études sur le développement psychologique de l'enfant, que 3 facteurs sont déterminants dans le développement de leur bonne santé mentale. Il y a la continuité, la rythmicité et la fiabilité des repères de leur environnement. En prenant l'habitude de séances régulières, rythmées par leur fréquence et dans un cadre suffisamment constant, donc celui du cabinet et du thérapeute, ces 3 paramètres sont réunis et créent ainsi le terreau de votre entre guillemets naissance à la vie psychique, pour reprendre les termes d'Alain Ferrand et d'Albert Sicone, qui sont 2 grands psychanalystes que j'affectionne particulièrement. Plus simplement, si vous touchiez du doigt un sujet épineux et que votre inconscient ait envie de glisser le problème sous le tapis, et bien en fait, il se verrait contraint d'y travailler du simple fait qu'il sait qu'il y aura une prochaine séance et que cette question va très probablement s'y représenter. Ainsi, une grande part de votre travail psychique s'opère entre les séances. Car finalement, pendant nos entretiens, vous mettez en lumière des dossiers en souffrance, c'est-à-dire en attente d'être traités, puis vous commencez à les étudier, à les analyser, et ainsi, vous initiez un processus de réflexion qui va naturellement se poursuivre entre chacune de nos rencontres. Autre élément du cadre dans lequel je vous accueille, alors, qui paraît certainement évident, mais qui se doit d'être mentionné,
je suis soumise au secret professionnel. Les seuls cas où je me vois dans l'obligation d'y déroger concernent les situations de maltraitance ou d'abus de personnes qui seraient mineures ou en situation de vulnérabilité. Dans le cadre du secret médical partagé, il est aussi possible de transmettre à votre médecin, votre psychiatre ou toute autre personne vous accompagnant des informations qui vous sont personnelles, à la seule condition que vous en soyez non seulement informé, mais que vous y consentiez. Donc, je le fais en général qu'à votre demande et en préparant avec vous le contenu de ce que vous souhaitez que je partage ou non. Chaque transmission donne ensuite lieu à un temps où je vous restitue le compte-rendu détaillé de l'échange. Par cette transparence, je m'assure qu'aucune ombre ne vienne altérer la qualité de notre alliance thérapeutique. Autre détail, contrairement au travail à distance que je propose assez facilement en thérapie brève ainsi qu'en hypnose, en psychothérapie, je ne pratique pas la visioconférence, ou alors très ponctuellement et seulement dans des cas exceptionnels. Il s'avère que la distance physique entrave une part importante de ce que la psychanalyse appelle l'analyse transféro-contre-transférentielle. Donc c'est là un terme un peu barbare pour évoquer, on va dire tout simplement, la profondeur de nos relations humaines. Mais l'enjeu est trop important pour que je prenne le risque de l'entraver en étant entre guillemets trop loin de mes patients. Donc j'ai pris soin d'aménager un joli cabinet qui, je l'espère, participera à votre bien-être. Tout ceci étant dit, si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à le faire en ligne, au moins pour la première consultation. J'en profite d'ailleurs pour saluer la qualité avec laquelle cette prise de rendez-vous en ligne a été développée, car vous verrez, c'est extrêmement simple et rapide. Voilà, j'espère avoir répondu au plus grand nombre de vos questions, même si vous remarquerez peut-être que j'ai savamment éludé celle de la durée d'un travail thérapeutique. Pour tout vous dire, ce point est impossible à anticiper car je n'ai aucune idée de là où se loge la problématique que vous souhaitez aborder. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ou juste un caillou dans la chaussure? En fait, seul le travail que vous réaliserez permettra de l'envisager. Bon, j'ai conscience que la quantité d'informations que je viens de vous livrer dans cette vidéo est très dense, donc n'hésitez pas à la revoir ou à la réécouter pour vous sentir bien au clair avec l'éthique, le cadre et tous les outils que je serai ravie de mettre à votre disposition pour vous accompagner dans votre développement. Je vous remercie de votre attention et peut-être à très bientôt.